Pour mes 18 ans, mon père m'a jeté un billet de $100 en me disant de partir, qu'il ne paierait plus pour l'erreur d'un autre. Souriant, je lui ai tendu une enveloppe que je gardais depuis des années en lui disant « Je sais. Et mon vrai père attend dehors. » Son visage est devenu blême. Je m'appelle Amélie Dubois et j'ai 29 ans. Dehors. J'en ai assez de payer pour l'erreur d'un autre homme, m'a dit mon père en me jetant un billet de 50 € au visage le jour de mes 18 ans, sous les yeux de ma grand-mère, de mon frère et de 6 autres membres de la famille qui observaient la scène depuis la table de la cuisine. 11 ans. C'est le temps que j'ai passé avec une enveloppe scellée sur moi. Pendant mes études d'infirmière, pendant mes gardes de 12 heures en pédiatrie, pendant chaque Toussaint que j'ai passé seul. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier qui aurait pu mettre fin à tout. Je ne l'ai jamais ouverte devant lui. Non pas par peur, mais parce que j'attendais le moment où il ne pourrait plus détourner le regard. Ce moment est arrivé il y a 6 mois, lors de la fête de ses 60 ans, devant 80 invités. Et quand il a finalement vu ce qu'il y avait à l'intérieur et qui se tenait à la porte, son visage a pris une teinte grise que je n'avais jamais vue sur une personne vivante. Ma mère, Marlène, était la seule raison pour laquelle notre maison ressemblait à un foyer. Elle avait cette façon de s'interposer entre mon père et moi sans en avoir l'air. Une main sur mon épaule quand le ton de sa voix montait. Un changement de sujet quand son regard devenait froid. Elle était un tampon, douce, constante, invisible jusqu'à ce qu'on réalise qu'elle n'était plus là. Elle est morte d'un cancer des ovaires quand j'avais 10 ans. Les médecins lui donnaient 6 mois. Elle a tenu 14 mois, parce que c'était le genre de femme qu'elle était. Elle s'est battue pour chaque mardi supplémentaire avec nous. Avant qu'elle ne tombe malade, mon père était déjà distant avec moi. Il ébouriffait les cheveux de Thomas à table, lui demandait les résultats de ses matchs de foot, le portait sur ses épaules à la fête du village. Avec moi, c'était différent. Pas violent, pas bruyant, juste vide, comme si j'étais une locataire plutôt qu'une fille. Mais il a gardé le masque tant qu'elle était en vie. La semaine après ses funérailles, le masque est tombé. Je me souviens de la première fois que je l'ai entendu le dire. Il était au téléphone avec son frère, dans la cuisine. Il ne savait pas que j'étais assise dans les escaliers. Elle ne ressemble à personne dans cette famille. François n'a jamais. J'avais 10 ans. Je ne comprenais pas entièrement ce qu'il voulait dire, mais je comprenais le ton. C'était le ton de quelqu'un qui s'en lave les mains. Après ça, ce furent de petites choses au début. Thomas a eu de nouveaux vêtements pour la rentrée en septembre. Je portais ce que le vestiaire de la paroisse proposait. Thomas a eu la plus grande chambre. J'ai été déplacé dans la chambre au-dessus du garage où le chauffage ne fonctionnait pas bien. Maminou, ma grand-mère, venait le dimanche. Elle glissait un billet de 20 € dans la poche de ma veste quand personne ne regardait et me serrait la main très fort, comme si elle essayait de dire avec ses doigts ce qu'elle ne pouvait pas dire avec sa bouche. Il m'a fallu 20 ans pour comprendre ce qu'elle essayait de me dire. À 14 ans, le fossé entre Thomas et moi n'était plus un fossé. C'était un canyon. Thomas a eu un VTT tout neuf pour ses 12 ans. Rouge, 21 vitesses, un casque assorti. J'ai demandé 40 € à mon père pour acheter un manuel de biologie d'occasion. Il n'a même pas levé les yeux de la télévision. Demande à ton vrai père, a-t-il dit. Thomas m'a regardé de l'autre côté de la pièce. Il avait 12 ans et même lui savait que cette phrase était déplacée. Mais il n'a rien dit. Il ne disait jamais rien. J'ai trouvé un travail à la plonge chez Antoine, le restaurant du quartier à 3 rues de chez nous. J'avais 15 ans. Madame Duval me payait 7 € de l'heure au noir et me laissait manger les restes de pâtes après la fermeture. C'était mon dîner la plupart des soirs. Cet été-là, Thomas est parti en colonie de foot, 2 semaines dans les Alpes, 400 €. Mon père l'y a conduit lui-même, chargeant la voiture avec des crampons neufs et un sac de couchage de chez Decathlon. Je suis resté à la maison. J'ai fait des services doubles chez Antoine. J'ai acheté mes propres fournitures scolaires. Le truc, quand on est l'enfant invisible, c'est qu'on apprend à se construire une vie avec des miettes. On apprend que personne ne viendra vous sauver. On apprend que le silence n'est pas la paix. C'est juste le son de tout le monde qui est d'accord pour dire que vous ne comptez pas. Maminou venait toujours le dimanche. Me glissait toujours de l'argent. Mais maintenant, quand elle me regardait, ses yeux avaient quelque chose d'autre. Quelque chose de plus lourd que la pitié.
Ça ressemblait à de la culpabilité. Elle me prenait le visage entre ses deux mains et me murmurait, « Tu es une gentille fille, Amélie. Ne l'oublie jamais. » Je ne comprenais pas à l'époque pourquoi elle le disait comme des excuses, comme si elle me devait quelque chose qu'elle ne pouvait pas me donner. Je comprends maintenant. Le jour de mes 18 ans, j'ai fait mon propre gâteau, un marbré, avec une préparation toute prête. Je l'avais acheté avec l'argent des pourboires et l'avais préparé après mon service chez Antoine. Je l'ai posé sur le comptoir de la cuisine, j'ai planté une seule bougie au centre et je l'ai allumé avec une allumette du tiroir fourre-tout. Je ne m'attendais pas à une fête. Je ne m'attendais à rien. Je voulais juste souffler une bougie dans ma propre maison avant de ne plus y être autorisé. Mon père est entré par la porte de derrière. Chaussures de sécurité, bleu de travail, de la sueur dans les cheveux. Il a vu le gâteau. Il a vu la bougie. Il m'a vu, seul dans la cuisine à 18h15 le jour de mon anniversaire. Il a sorti son portefeuille, en a tiré un billet de 50 € et l'a jeté sur le comptoir comme s'il donnait un pourboire à un voiturier. Bon anniversaire. Dehors. J'en ai assez de payer pour l'erreur d'un autre homme. Maminou était sur le canapé dans la pièce à côté. J'ai entendu le coussin grincer alors qu'elle se penchait en avant, puis plus rien. Elle ne s'est pas levée. Elle n'a pas parlé. Thomas était dans les escaliers. J'ai vu sa main se crisper sur la rampe. Sa bouche s'est ouverte, puis refermée. Personne n'a dit un mot. J'ai pris le billet de 50, je l'ai plié en deux, je l'ai mis dans ma poche arrière, j'ai soufflé la bougie et j'ai appelé l'oncle Rémi depuis le téléphone du couloir. Il est arrivé 40 minutes plus tard dans sa camionnette Peugeot bleue, le moteur tournant au ralenti dans l'allée. Je suis sorti avec un seul sac poubelle de vêtements et une paire de chaussures qui ne m'allaient pas bien. Je n'ai pas regardé en arrière, mais je me suis fait une promesse sur ce Porsche. Un jour, il saurait exactement ce qu'il avait jeté, et il serait trop tard. L'oncle Rémi vivait au-dessus de son garage automobile, rue Pasteur, un 2 pièces avec des taches d'humidité au plafond et une cuisine si petite qu'il fallait se mettre de côté pour ouvrir le frigo. Il avait vidé son débarras avant que j'arrive. Il y avait installé un matelas, une place, une lampe de bureau et une couette pliée qui sentait l'huile de moteur et la lessive. Ce n'était pas grand-chose, c'était tout. « Tu es chez toi maintenant ?» a-t-il dit, debout dans l'encadrement de la porte. C'est tout ce qui compte. Rémi était le petit frère de ma mère. Il avait fait 8 ans dans l'armée, 2 missions à l'étranger, et était revenu plus silencieux qu'il n'était parti. Il avait ouvert le garage avec sa prime de départ, réparait des voitures 6 jours sur 7 et vivait seul. Il ne s'était jamais marié, n'avait jamais expliqué pourquoi. Il ne m'a pas demandé ce qui s'était passé à la maison. Il ne m'a pas posé de questions sur Gérard. Il m'a juste montré où étaient les serviettes de bain et m'a dit que le petit déjeuner était à 7 heures. La première semaine, j'ai à peine parlé. J'allais en cours, je rentrais, je m'asseyais au bureau dans ma chambre placard et je faisais mes devoirs jusqu'à ce que ma vue se brouille. Rémi laissait des assiettes de nourriture devant ma porte. Des croque-monsieur, de la soupe en briques, une fois un poulet rôti entier qu'il avait dû acheter au supermarché en rentrant. Le 8e soir, je suis sorti et je me suis assise à la table de la cuisine pendant qu'il mangeait. Il a levé les yeux, a hoché la tête, et est retourné à son sandwich. C'était tout. C'était toute la conversation. Mais quelque chose dans ma poitrine s'est un peu déverrouillé. Je ne le savais pas à l'époque, mais Rémi menait ses propres batailles. J'ai trouvé son médaillon dans le tiroir de sa table de nuit un mois plus tard, une médaille de bronze avec un triangle gravé. 3 ans de sobriété. Il avait arrêté de boire l'année de la mort de ma mère. Il ne me l'a jamais dit. Je n'ai jamais demandé. Il était juste là, chaque jour. Quitter la maison de mon père ne m'a pas libéré. Ça a juste déplacé la cage. Parce que Gérard Dubois ne s'est pas arrêté à la porte d'entrée. Il a emmené son histoire sur les routes. Moins d'1 mois après mon départ, j'ai commencé à remarquer le silence. J'ai appelé tante Patricia, la cousine de ma mère, celle qui me tressait les cheveux à la Toussaint. Pas de réponse. J'ai appelé Marc, mon cousin plus âgé, qui m'avait appris à faire du vélo. Messagerie vocale à chaque fois. J'ai envoyé une carte à Maminou pour son anniversaire. Pas de réponse. C'est Rémi qui m'a finalement dit ce qui se passait. Ton père a passé des coups de fil, a-t-il dit un soir,
en s'essuyant les mains avec un chiffon d'atelier. Il raconte aux gens que ta mère a tout avoué sur son lit de mort, que Marlène a admis que tu n'étais pas de lui. J'ai senti le sol se dérober. Ce n'est pas vrai, ai-je dit. La mâchoire de Rémi s'est crispée. Je le sais. Alors pourquoi tout le monde le croit? Parce qu'il dit ça depuis des années, et que ta mère n'est plus là pour dire le contraire. C'est cette partie qui m'a anéanti. Pas que Gérard mente. Il avait menti toute ma vie. C'est qu'il avait utilisé la mort de ma mère comme une arme, transformant ses derniers jours en une confession qu'elle n'avait jamais faite. Il a utilisé son silence pour réécrire l'histoire, et la famille y a cru parce que Gérard parlait fort, Gérard était présent, et Gérard a raconté l'histoire le premier. Si je restais silencieuse, je perdais tout, pas seulement un père. Lui, je l'avais déjà perdu. Je perdrais le nom de ma mère, sa réputation. La seule preuve de son existence serait filtrée par la bouche de l'homme qui l'avait trahi. C'était le vrai coup du silence. Pas l'argent, pas l'héritage, Marlène. Mais Gérard a fait une erreur. Il a raconté cette histoire à trop de gens, y compris à quelqu'un qui connaissait la vérité. L'appel est arrivé 3 ans après mon départ. J'avais 21 ans, à mi-parcours de ma formation d'infirmière, en train de réviser un examen de pharmacologie à la table de la cuisine, quand mon téléphone a vibré avec un numéro que je ne reconnaissais pas. Amélie, c'est Diane. Diane Mercier, j'étais la meilleure amie de ta mère. Je connaissais ce nom. Je me souvenais d'une femme aux cheveux roux et au rire bruyant qui venait chez nous le vendredi soir quand j'étais petite. Elle et ma mère s'asseyaient sur le porche avec des verres de vin pendant que mon père regardait le foot à l'intérieur. J'ai entendu ce que ton père raconte, a dit Diane. Sa voix était tendue, comme si elle retenait quelque chose à 2 mains. Sur ta mère, sur une confession sur son lit de mort. Ce n'est pas vrai, ai-je dit. Ma chérie, je sais que ce n'est pas vrai. J'étais à l'hôpital tous les jours. Les derniers mots de ta mère concernaient toi et Thomas. Elle n'a jamais rien dit sur. Diane s'est arrêtée, a pris une profonde inspiration. Ta mère était la femme la plus loyale que j'ai jamais connue. Puis elle a dit quelque chose qui a bouleversé toutes les hypothèses que j'avais jamais faites. Ta mère n'avait pas de secret, Amélie, mais ton père en a un. Le silence s'est fait dans la cuisine. Que veux-tu dire? Quand ta mère était enceinte de toi, elle a commencé à soupçonner Gérard de voir quelqu'un. Elle n'a jamais eu de preuves, mais elle m'a dit plus d'une fois qu'il rentrait à des heures étranges, sentant un parfum qu'elle ne portait pas. Je me suis adossé à ma chaise, mon livre de pharmacologie devenant flou. Diane, es-tu en train de dire que? Je dis que si quelqu'un avait une raison de douter de la loyauté de l'autre, ce n'était pas lui. Elle a fait une pause, puis plus doucement, si tu veux un jour la vérité, la science ne ment pas. Tu as juste besoin d'un échantillon. Je l'ai remercié, j'ai raccroché, et je suis resté assise dans cette cuisine pendant très longtemps, à ne rien regarder. J'ai attendu 1 an avant d'agir. Non pas parce que j'hésitais, mais parce que je devais être certaine de le faire pour la bonne raison. Je n'essayais pas de reconquérir Gérard. Je n'essayais pas de prouver que je méritais son amour. J'essayais de protéger le nom de ma mère. C'était la ligne que j'avais tracée dans mon esprit, et je m'y suis tenu. L'occasion s'est présentée à la Toussaint. J'avais 22 ans, dernier semestre de l'école d'infirmière. Thomas m'a appelé à l'improviste, pour la première fois en 4 ans. Papa va au match à midi, a-t-il dit. Passe juste 30 minutes. Je ferai du café. Je me suis rendu à la maison avec la camionnette de Rémi. Le quartier avait l'air identique. Le même trottoir fissuré, la même boîte aux lettres au drapeau cabossé. Thomas m'a accueilli à la porte de derrière. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine. Il avait fait du café soluble trop fort dans des tasses dépareillées. Nous avons parlé de tout et de rien. Son travail, mes stages, le temps, des mots normaux par-dessus un silence anormal. Puis la porte d'entrée s'est ouverte. Gérard se tenait dans le couloir, clé en main. Il m'a regardé comme si j'étais une tache sur son sol. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Thomas m'a invité. Thomas ne prend pas de décision dans ma maison. Thomas s'est levé. « Papa, c'est la Toussaint. Elle ne fait pas partie de la famille. » Point final. La phrase a atterri comme une gifle. Pas nouvelle, pas surprenante,
mais l'entendre à 22 ans était différent de l'entendre à 10 ans. À 10 ans, ça m'avait anéanti. À 22 ans, ça m'a éclairé. Je me suis levé, j'ai attrapé ma veste, et en sortant, j'ai pris la tasse de café que Gérard venait de poser sur le comptoir, encore chaude, ses empreintes digitales, sa salive, son ADN. Je l'ai glissé dans la poche de mon manteau et je suis sorti par la porte de derrière sans me retourner. Thomas m'a suivi jusqu'à la camionnette. Je suis désolé, Amélie. Je suis tellement désolé. Je savais qu'il le pensait. Je savais aussi qu'il ne ferait jamais rien pour y remédier. 4 semaines plus tard, les résultats sont arrivés dans une enveloppe blanche ordinaire du laboratoire. Je l'ai ouverte à la table de la cuisine de Rémi un mardi matin avant mon service. L'appartement était calme. Rémi était déjà au garage. Dehors, un camion poubelle gémissait en descendant la rue Pasteur. J'ai déplié la lettre. J'ai lu les chiffres. Indice de paternité 8 746 291 contre 1. Probabilité de paternité 99,998%. Gérard Dubois est le père biologique d'Amélie Dubois. J'ai posé le papier. Je n'ai pas bougé pendant 20 minutes. Je m'y attendais. L'histoire de Diane, le caractère de ma mère, le simple calcul. Je savais au fond de moi que ce serait la réponse. Mais savoir et voir sont deux choses différentes. Savoir vit dans vos tripes, voir vit sur du papier, à l'encre noire, avec un numéro de référence, un logo de laboratoire et un numéro de téléphone que vous pouvez appeler pour vérifier. J'ai pleuré alors. Pas comme on pleure quand on est triste. Comme on pleure quand quelqu'un confirme que tout ce qu'on vous a fait subir n'avait aucune raison d'être. 22 ans à être traité d'enfant d'un autre. 22 ans de vêtements de seconde main, de chambre froide et de demande à ton vrai père. Tout ça. Chaque cruauté construite sur un mensonge que Gérard avait besoin de croire parce que l'alternative était de se regarder dans le miroir. Rémi est rentré à 18h et m'a trouvé à la même table, les yeux gonflés, la lettre aplatie devant moi. Il l'a lue, l'a posée, a tiré une chaise. Je sais, gamine, a-t-il dit. Je l'ai toujours su. Maman te l'a dit? Ta mère m'a dit qu'elle n'avait jamais été infidèle. Je l'ai cru à l'époque. Je la crois maintenant. J'ai mis les résultats dans une enveloppe, j'ai écrit le nom de Gérard dessus, je l'ai scellé et je l'ai posté le lendemain matin. 2 semaines plus tard, elle est revenue, avec un tampon rouge en travers, retour à l'expéditeur. Il ne l'avait même pas ouverte. J'ai mis l'enveloppe retournée dans le tiroir de ma table de nuit et je l'ai fermée. Je ne l'ai pas poursuivi. Je n'ai pas appelé. Je n'ai pas supplié. Au lieu de ça, j'ai construit une vie. J'ai obtenu mon diplôme d'infirmière en mai, 2e de ma promotion. Rémi était au premier rang, portant une chemise que je ne lui avais jamais vue, applaudissant comme si je venais de gagner la Coupe du Monde. Personne d'autre de ma famille n'est venu. J'ai été embauché à l'hôpital Saint-Louis, en service de pédiatrie. Des gardes de 12 heures, des nuits tournantes, plus fatigué que je ne l'avais jamais été, et plus utile que je ne m'étais jamais senti. Je tenais des nouveau-nés que leurs parents avaient trop peur de tenir. Je changeais les pansements d'enfants qui ne pleuraient pas parce qu'ils avaient déjà appris que pleurer n'aidait pas. Je comprenais ces enfants. À 26 ans, j'avais économisé assez pour un apport sur un 2 pièces rue de Lyon. Rien d'extraordinaire. Des plafonds en crépi, un radiateur qui cliquetait à minuit. Mais le bail portait mon nom, juste le mien. C'était suffisant. Pendant ce temps, Gérard restait Gérard. Thomas s'est marié à 25 ans. Je n'étais pas invité. Je l'ai appris par une publication sur Facebook. Thomas en smoking de location. Sa femme, Julie, tout sourire. Gérard debout derrière eux, le bras autour de l'épaule de Thomas, souriant comme un homme sans dette. Aucune mention de moi. Pas de chaise vide. Aucune reconnaissance que le marié avait une sœur. J'ai fait défiler, j'ai fermé mon téléphone, je suis allé travailler. Mais la famille commençait à remarquer des fissures. Quelques cousins m'avaient contacté au fil des ans, de manière hésitante, prudente. Ils avaient vu mon diplôme d'infirmière posté en ligne. Ils savaient que je m'en sortais bien sans l'aide de Gérard. Et ce succès tranquille rendait son histoire plus difficile à vendre. Puis Gérard a annoncé sa fête pour ses 60 ans. 80 invités,
un traiteur, une bannière et un micro. Il avait prévu quelque chose. Je pouvais le sentir à des kilomètres. 6 mois avant cette fête, ma grand-mère est décédée. Maminou Dubois, 82 ans, insuffisance cardiaque congestive. Elle est partie dans son sommeil, ce qui fut la chose la plus douce qui soit jamais arrivée dans cette famille. Je ne suis pas allé à l'enterrement. Gérard a fait savoir par Thomas que ma présence provoquerait une scène. Ce soir-là, dans mon appartement, j'ai regardé une photo de Maminou me tenant dans ses bras bébés, l'une des seules photos que j'avais de cette maison. Sur la photo, elle sourit, mais ses yeux semblent porter quelque chose de plus lourd qu'un nourrisson. 3 semaines plus tard, j'ai reçu un appel du cabinet d'un notaire en ville. Maminou m'avait laissé quelque chose. Pas d'argent, pas de bien immobilier. Une enveloppe, scellée, avec des instructions manuscrites à l'extérieur, pour Amélie seulement, à remettre après mon décès. Je me suis rendu au cabinet pendant ma pause déjeuner. Le notaire, une femme aux cheveux gris nommée Maître Leclerc, m'a tendu l'enveloppe par-dessus un bureau verni. Votre grand-mère a arrangé cela il y a 8 mois, a-t-elle dit. Elle a été très précise sur le destinataire. L'enveloppe était épaisse. L'écriture à l'extérieur tremblait, les traits de plume d'une femme dont les mains faiblissaient, mais pas l'esprit. Je l'ai ouverte dans ma voiture, dans le parking, moteur éteint. À l'intérieur se trouvait une lettre, 3 pages écrites à l'encre bleue sur du papier à ligne, du genre qu'on arrache d'un cahier à spirale. Maminou commençait par des excuses. Elle me disait qu'elle connaissait la vérité depuis près de 30 ans. Elle avait surpris Gérard avec une femme nommée Karine sur la banquette arrière de sa camionnette, garée derrière la salle des fêtes communales, 6 mois avant ma naissance. Marlène était enceinte de 7 mois. Gérard a supplié sa mère de se taire. Maminou l'a fait parce que c'était son fils et qu'elle avait peur de le perdre. Elle a choisi son fils plutôt que la vérité et a passé le reste de sa vie à vivre avec le coup de cette décision. J'ai lu la lettre 3 fois dans ce parking. La 2e page nommait des dates, des lieux, des détails que personne ne pouvait inventer. La salle des fêtes sur la Nationale 9, un mardi soir d'octobre. Karine travaillait à la mairie. C'est comme ça que Gérard l'avait rencontrée. Maminou décrivait le parfum qu'elle avait senti sur la veste de Gérard le soir où elle l'avait confronté. De la vanille et quelque chose de floral, bon marché, pas celui de Marlène. La 3e page était la partie qui m'a brisé. Amélie, tu as toujours été ma petite fille. Tu as toujours été l'enfant de Gérard. Ta mère n'a jamais trahi personne. C'est ton père qui l'a fait, et je l'ai aidé à le cacher en gardant le silence. Je suis désolé. Je ne mérite pas ton pardon, mais tu mérites la vérité. Maminou avait signé, daté, et en bas, un cachet de notaire. Maître Leclerc avait été témoin de la signature dans son bureau. J'ai appelé Diane ce soir-là. Maminou m'a écrit une lettre, ai-je dit. Elle savait pour Karine. Silence. Alors elle te l'a dit. Tu savais que Maminou savait? Marlène s'en doutait. Elle me l'a dit une fois. Elle pensait que Maminou avait vu quelque chose mais qu'elle avait trop peur de Gérard pour le dire. La voix de Diane s'est brisée. Ta mère a porté ça toute seule, Amélie. Elle n'a jamais eu de preuves, juste l'instinct. Je me suis assise sur mon canapé avec la lettre sur mes genoux. Les résultats ADN de ma table de nuit à côté. Et pour la première fois, j'ai vu l'image complète. Gérard ne me détestait pas parce que je n'étais pas de lui. Il me détestait parce que j'étais de lui. Et chaque fois qu'il me regardait, il voyait Marlène. Et chaque fois qu'il voyait Marlène, il se souvenait de ce qu'il avait fait. Je n'étais pas la preuve de son péché à elle. J'étais la preuve du sien. J'ai mis les 2 documents dans une nouvelle enveloppe, je l'ai scellée, et je l'ai mise dans mon tiroir. Je n'allais pas chercher Gérard, mais s'il revenait un jour me chercher, je serais prête. Je n'ai pas eu à attendre longtemps. 3 semaines plus tard, Thomas a appelé. C'était un mercredi soir. Je pliais des blouses sur mon lit quand mon téléphone s'est allumé avec son nom, un nom que je n'avais pas vu sur cet écran depuis plus d'1 an. Salut, a-t-il dit. Sa voix était basse, comme celle des gens qui parlent quand ils sont dans une pièce avec quelqu'un qui pourrait entendre. Salut. Papa fête ses 60 ans. Il y a une fête samedi 14. 80 personnes. Il ne veut pas de moi là-bas, Thomas. Je veux que tu sois là. Une pause.
Tu es ma sœur. Quelque chose dans ma poitrine s'est serré. En 27 ans, Thomas n'avait jamais prononcé ces mots à voix haute. Pas une seule fois. Pas dans la cuisine quand Gérard faisait ses remarques. Pas à l'anniversaire avec le billet de 50 €. Pas dans aucun des silences qui ont suivi. Pourquoi maintenant, ai-je demandé. Parce que Julie est enceinte. Sa voix tremblait légèrement. Et j'ai réfléchi au genre de famille dans laquelle je veux que cet enfant grandisse. Et ce n'est pas ce que nous avons eu. J'ai fermé les yeux. Thomas, si je viens, ça ne se passera pas bien. Je sais, mais je te le demande quand même. J'y ai réfléchi pendant 3 jours. J'en ai parlé à Rémi. Il a écouté sans interrompre, comme il le fait toujours, appuyé contre le comptoir, les bras croisés, le regard fixe. Qu'est-ce que tu veux faire, a-t-il demandé. Je veux y aller pour Thomas, pour maman. Alors vas-y. Tu viendras. Je serai dehors dans la camionnette au cas où tu aurais besoin de partir vite. C'était Rémi. Pas de grand discours, pas de drame, juste une camionnette avec le moteur en marche et un homme qui ne m'avait jamais laissé tomber. Samedi matin, je me suis habillé. Un chemisier blanc, des boucles d'oreilles simples, des ballerines. J'ai pris l'enveloppe de mon tiroir et l'ai glissée dans mon sac. Juste au cas où. La fête battait son plein quand je suis arrivé. La maison de Gérard, la maison où j'ai grandi, se trouvait sur un terrain d'1/4 d'hectare au bout de l'avenue du Parc. La pelouse avait été tondue pour l'occasion, des guirlandes lumineuses zigzaguaient entre le garage et les poteaux de la clôture. Une table pliante près du portail tenait une glacière, des piles d'assiettes en carton et un grand gâteau avec joyeux 60 ans Gérard écrit en glaçage bleu. J'entendais de la variété française provenant de l'enceinte Bluetooth sur le porche. Les voix se superposaient. Le bruit confortable des gens qui ont leur place quelque part. Je me suis garé dans la rue, j'ai vérifié mon sac. L'enveloppe était là, nichée entre mon portefeuille et un paquet de mouchoirs. La camionnette de Rémi était garée 2 maisons plus loin, moteur éteint, fenêtres entrouvertes. Il a croisé mon regard dans le rétroviseur et m'a fait un seul signe de tête. J'ai franchi le portail. Le jardin était plein. 80 personnes, environ. Tantes, oncles, cousins, voisins, les gars de l'équipe de plomberie de Gérard, des femmes de la paroisse. Les enfants couraient entre les jambes. Quelqu'un faisait griller des saucisses. L'air sentait le charbon de bois, la bière bon marché et l'herbe coupée. Quelques têtes se sont tournées quand je suis entré. Les conversations ont hésité. Une tante, dont j'avais oublié le nom, s'est penchée vers la femme à côté d'elle et a murmuré quelque chose derrière sa main. Thomas m'a retrouvé au portail. Il avait l'air de ne pas avoir dormi. « Tu es venu ?» a-t-il dit. « Je suis venu. » Il m'a conduite à une chaise au bout de la dernière table, celle la plus proche de la clôture du fond, la plus éloignée du rassemblement principal. Je me suis assise, j'ai posé mon sac sur mes genoux. Puis j'ai levé les yeux et j'ai croisé le regard de Gérard de l'autre côté du jardin. Il se tenait à la table d'honneur, une bière à la main, entouré d'amis. Son sourire a disparu à la seconde où il m'a vu. Et j'ai compris à ce moment-là que cette soirée ne serait jamais tranquille. Pendant la première heure, Gérard a fait comme si je n'étais pas là. Il a fait le tour des invités comme il l'a toujours fait. Poignée de main, tape dans le dos, rire, et on recommence. Il était doué pour ça. Il avait passé 60 ans à apprendre comment remplir une pièce avec une version de lui-même en laquelle les gens voulaient croire. Le plombier travailleur, le père dévoué, l'homme qui avait tout sacrifié pour sa famille. C'était une performance convaincante. Ça l'avait toujours été. Vers 19 h, quelqu'un a teinté son verre. La musique s'est estompée. Gérard s'est dirigé vers le centre du jardin où un pied de micro avait été installé à côté de la table du gâteau. Il a tapoté le micro 2 fois. La foule s'est rassemblée en un demi-cercle lâche. « Je veux remercier tout le monde d'être ici ce soir », a-t-il dit. 60 ans. Incroyable. Rire. Applaudissements. Il a parlé de sa vie, de son travail, de la façon dont il avait monté son équipe à partir de rien. Comment il avait élevé sa famille dans cette même maison, sur cette même pelouse. Il a fait un geste vers le jardin et les gens ont hoché la tête. Puis il a appelé Thomas. Thomas s'est approché lentement du micro, les mains dans les poches.
Gérard a passé son bras autour de lui et l'a serré contre lui. Voici mon garçon, a dit Gérard dans le micro. Mon seul garçon, mon héritage, l'a-t-il dit avec la chaleur d'un père et la précision d'un chirurgien. Mon seul garçon, pas mon aîné, pas l'un de mes enfants. Mon seul. Quelques invités ont jeté un coup d'œil dans ma direction. J'ai gardé un visage impassible. Certains d'entre vous le savent, a poursuivi Gérard, et sa voix s'est faite plus basse, plus délibérée. Ma première femme a fait des choix avec lesquels j'ai dû vivre pendant 18 ans. Il a marqué une pause. A laissé la phrase faire son effet. Je n'entrerai pas dans les détails, mais ce soir, je veux rendre quelque chose d'officiel. Il a regardé la foule avec l'autorité calme d'un homme qui croyait avoir déjà gagné. Cette maison, a dit Gérard, une main sur l'épaule de Thomas, l'autre agrippant le micro. Tout ce que j'ai construit, ça va à Thomas. Parce que la famille, c'est le sang. Le vrai sang. Applaudissements. Dispersés. Incertain. Mais suffisant. Quelques-uns des gars de l'équipe de plomberie ont applaudi bruyamment. Un voisin a applaudi trop fort. Puis Marc, mon cousin, debout près de la glacière, a dit ce que personne d'autre n'osait dire. Et Amélie ? C'est sorti doucement, mais le micro a capté le silence qui a suivi. Gérard a entendu. Sa tête s'est tournée lentement vers Marc, puis vers moi. Il a souri. Le genre de sourire qui n'en est pas un. Amélie, a-t-il gloussé dans le micro. Elle est ici en tant qu'invitée ce soir, pas en tant que ma fille. Le jardin est devenu silencieux. Quelqu'un a posé une assiette. La voix d'un enfant s'est élevée de quelque part près de la maison, inconsciente. Mais Gérard n'avait pas fini. Il m'a regardé directement, par-dessus 80 personnes, par-dessus 29 ans, et il a dit la chose qu'il avait répétée toute sa vie. Je me suis tu pendant des années par respect pour la mémoire de sa mère. Sa voix était stable, entraînée. Mais puisqu'elle a décidé de se montrer ce soir, tout le monde mérite la vérité. Elle n'a jamais été de moi. J'ai senti chaque paire d'yeux dans ce jardin se poser sur moi. Diane Mercier, assise à la table voisine, s'est penchée et a posé sa main sur mon épaule, ses doigts appuyant fort. Un message. Je suis là. Je suis resté parfaitement immobile. Mes mains étaient sous la table, agrippant la sangle de mon sac. Mon cœur battait si fort que j'étais sûr que la femme à côté de moi pouvait l'entendre. Mais mon visage n'a pas bougé. Parce que j'attendais ça, non pas en l'espérant, non pas en le planifiant, mais en y étant préparé. De la même manière qu'on se prépare à une tempête quand on a vu le ciel s'assombrir pendant 29 ans. Gérard a souri à la foule, triomphant. Il n'avait aucune idée de ce qu'il y avait dans mon sac. Je me suis levé lentement. La chaise a raclé contre la dalle du patio, un petit son qui a transpercé le silence comme une lame. Toutes les têtes se sont tournées. Je n'ai pas élevé la voix. Je ne me suis pas précipité. J'ai parlé de la même manière que je parle à un parent à l'hôpital lorsque je donne des résultats inattendus. Claire, mesurée, respectueuse. Gérard, tu as passé 29 ans à raconter cette histoire. J'ai marqué une pause, j'ai laissé la phrase respirer. Puis-je avoir 60 secondes pour raconter la mienne ? Son sourire a vacillé très légèrement, une fissure dans le plâtre. Il a haussé les épaules, a fait un geste avec sa bouteille de bière. Vas-y. Ça ne changera pas les faits. Merci. J'ai ouvert mon sac, j'en ai sorti l'enveloppe. Elle était épaisse, de couleur crème, usée sur les bords après des années dans un tiroir. Le nom de Gérard était écrit sur le devant de ma main, la même écriture qu'il y a 7 ans, la même enveloppe qu'il avait renvoyée sans l'ouvrir. Je l'ai tenue en l'air pour que les personnes à l'avant puissent la voir. Certains d'entre vous ne le savent peut-être pas, ai-je dit, mais il y a 7 ans, j'ai envoyé cette enveloppe à Gérard. Il l'a renvoyée non ouverte, retour à l'expéditeur. Je l'ai tournée pour que le tampon rouge soit visible. Il ne voulait pas savoir ce qu'il y avait à l'intérieur. Un murmure a parcouru la foule. La mâchoire de Gérard s'est crispée. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-il dit. « C'est ce que tu avais trop peur d'ouvrir. » J'ai rompu le seau. Le papier s'est déchiré nettement. À l'intérieur se trouvaient 2 documents pliés ensemble. Je les ai séparés, j'ai tenu le premier en l'air.
Mes mains étaient stables, ma voix était stable. Tout mon corps était une ligne droite tracée à travers 29 ans où l'on m'a dit que je ne comptais pas. Je vais lire un paragraphe, ai-je dit, et ensuite je partirai et vous pourrez décider par vous-même ce qui est vrai. 80 personnes ont retenu leur souffle. J'ai déplié les résultats ADN et je les ai lus à haute voix. Test de paternité réalisé par le laboratoire génétique central. Daté du 14 mars 2019. Échantillon A, frottis buccal, Amélie Dubois. Échantillon B, traces de salive, Gérard Dubois. J'ai levé les yeux. Le visage de Gérard était figé. La bouteille de bière dans sa main s'était arrêtée à mi-chemin de sa bouche. Indice de paternité 8 746 291 contre 1. Probabilité combinée de paternité 99,998%. J'ai baissé le papier. Gérard Dubois est le père biologique d'Amélie Dubois. Le silence qui a suivi n'était pas vide. Il était plein, rempli du son de 80 personnes recalculant tout ce qu'on leur avait dit pendant les 3 dernières décennies. Quelque part à l'arrière, une cuillère a heurté une assiette. Quelqu'un a inspiré brusquement. Une femme que je ne connaissais pas a couvert sa bouche avec sa main. Gérard a parlé le premier. Bien sûr qu'il l'a fait. C'est un faux. Sa voix était plate, contrôlée, mais la couleur quittait son visage comme l'eau d'une baignoire. Elle l'a fabriqué. J'ai tendu le papier vers Marc, qui se tenait le plus près. Le nom du laboratoire, le numéro de téléphone et le numéro de référence du dossier sont imprimés en bas. Appelez-les maintenant si vous voulez. Marc a pris le papier, l'a lu lentement, a levé les yeux vers Gérard. Ça vient du laboratoire central, Gérard. C'est authentique. Je me fiche d'où ça vient. Le numéro de référence est juste là. N'importe qui avec un téléphone peut le vérifier en 5 minutes. La bouche de Gérard s'est ouverte, s'est fermée, s'est rouverte. Ça ne prouve rien, a-t-il dit. Mais sa voix avait changé. L'autorité avait disparu. Ce qui restait semblait mince, creux, comme un homme debout sur un sol qui venait de commencer à se fissurer. Je n'ai pas discuté avec lui. Je n'en avais pas besoin. Le papier faisait le travail. J'ai sorti le second document de l'enveloppe. L'ADN n'est que la moitié de l'histoire, ai-je dit. J'ai déplié le second document. 3 pages de papier à ligne couverte d'une écriture bleue tremblante. La foule s'est penchée en avant, comme le font les gens quand ils sentent que le sol est sur le point de trembler à nouveau. C'est une lettre, ai-je dit, écrite par Maminou, votre mère, Gérard, écrite 3 mois avant sa mort, certifiée par son notaire. Quelque chose a traversé le visage de Gérard. Pas de la colère, quelque chose de plus ancien. La peur. Ma mère n'aurait pas, elle l'a fait. Je n'ai pas lu toute la lettre. Ce n'était pas à moi de la partager. J'ai lu 2 phrases. Les 2 seules qui comptaient. J'ai surpris Gérard avec une femme nommée Karine derrière la salle des fêtes en octobre, 6 mois avant la naissance d'Amélie. Marlène n'a jamais trompé personne. C'est mon fils qui l'a fait, et je suis restée silencieuse parce que j'étais une lâche. Le jardin a explosé, non pas en bruit, mais en mouvement. Les gens ont bougé sur leurs chaises. Les mains sont allées aux bouches. Les yeux ont darté entre Gérard et moi comme des spectateurs d'un accident dont ils ne pouvaient détourner le regard. Gérard a attrapé le bord de la table. Ses jointures étaient blanches. Elle était confuse, a-t-il dit. Elle était vieille. Elle était malade. Diane Mercier s'est levée de sa chaise, lentement, délibérément. Chaque personne dans ce jardin l'a regardée se lever. Elle n'était pas confuse, Gérard. La voix de Diane était claire et sans tremblement. J'étais là, moi aussi. Marlène a pleuré sur mon canapé pendant 3 heures la nuit où elle a découvert pour Karine. Elle n'a jamais pensé une seule fois à te quitter. Mais toi, tu n'as jamais cessé de la punir pour ce que tu as fait. Le micro était toujours allumé. Chaque mot portait. Thomas, qui était resté à côté de Gérard tout ce temps, a fait un pas en arrière, puis un autre. Son visage était blanc. Sa bouche était une ligne fine. Il n'avait rien su de tout ça. Ce qui s'est passé ensuite fut la partie la plus triste. Non pas parce que j'avais pitié de Gérard, mais parce que j'ai vu un homme essayer de sauver un mensonge qui était déjà mort, et il ne pouvait pas s'en empêcher. C'est mon anniversaire, a crié Gérard.
Sa main a frappé la table. Les assiettes en carton ont sauté. Un verre de soda s'est renversé et personne ne l'a ramassé. Tu as planifié ça. Tu es venu ici pour tout détruire. Je suis venu parce que Thomas me l'a demandé. Elle essaie d'avoir la maison. Elle a tout manigancé. Je ne veux pas de ta maison, Gérard. Ma voix était calme. J'y ai veillé. J'ai mon propre logement. Je paie mon propre loyer. Je n'ai besoin de rien de ta part. Il a regardé autour de lui dans le jardin, cherchant un allié, quelqu'un pour hocher la tête, pour s'avancer, pour dire « elle ment ». Mais chaque visage qu'il a trouvé soit regardait ailleurs, soit regardait à travers lui. Marc a posé le papier de l'ADN sur la table, a croisé les bras. Tante Patricia pleurait doucement dans une serviette en papier. Un homme de l'équipe de plomberie de Gérard, dont je ne connaissais pas le nom, a posé son assiette et s'est dirigé vers le portail sans un mot. Puis Thomas a parlé. « Papa. » Sa voix s'est brisée. « C'est vrai pour Karine ?» Tout le jardin est resté suspendu. Gérard a regardé son fils, son enfant chéri, celui autour duquel il avait construit toute son identité. Et pendant un instant, j'ai cru qu'il pourrait dire la vérité. J'ai cru que 30 ans de mensonges pourraient finalement s'effondrer sous leur propre poids. Mais Gérard est resté là, la mâchoire crispée, les yeux humides, ne disant rien. Et ce silence, ce refus de nier au moment le plus important, a été plus fort que n'importe quelle confession. La main de Thomas est tombée de l'épaule de son père. « C'est bien ce que je pensais », a murmuré Thomas. Gérard était toujours debout, mais tout ce qui le soutenait s'était déjà effondré. J'aurais pu m'arrêter là. L'ADN avait été lu. La lettre était sortie. Le silence avait parlé. Mais Gérard avait posé une question pendant 29 ans, et j'ai décidé, debout dans ce jardin avec 80 témoins et un pli de papier à la main, qu'il méritait une réponse. « Tu as toujours voulu savoir qui était mon vrai père », ai-je dit. Les yeux de Gérard se sont rivés sur les miens. Il est juste là, dehors. J'ai pointé en direction de l'avant de la maison. À travers le portail latéral, au-delà de l'allée, on pouvait voir la rue. Et là, garée sous l'orme, se trouvait la camionnette Peugeot bleue de Rémi. Et là, appuyé contre la portière côté conducteur, les bras croisés, se tenait l'oncle Rémi. Il n'essayait pas de faire une entrée. Il était juste là, stable, comme il l'avait été pendant 11 ans. Gérard s'est avancé au bord du jardin et a regardé à travers le portail. Quand il a vu Rémi, quelque chose s'est vidé de son visage, la dernière trace de couleur, le dernier fil d'autorité. Il ressemblait à un homme regardant sa propre maison brûler depuis l'autre côté de la rue. Rémi m'a appris à conduire, ai-je dit. Rémi a payé mes études d'infirmière. Rémi était là à chaque Noël. Toi non. J'ai plié les documents, je les ai placés sur la table devant la chaise vide de Gérard. L'ADN dit que tu es mon père, mais Rémi est mon papa. L'enveloppe est restée sur la table entre une assiette en carton et une part de gâteau intacte. Garde-les, ai-je dit. Cette fois, essaie de les ouvrir. J'ai pris mon sac, j'ai lissé mon chemisier et je me suis dirigé vers le portail. Derrière moi, j'ai entendu une chaise racler, puis une autre. Les pas de tante Patricia ont suivi les miens. Diane était déjà au portail, le tenant ouvert. Marc a hoché la tête en passant. Il n'a rien dit. Il n'en avait pas besoin. Je n'ai pas couru. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste quitté ce jardin, descendu l'allée, pour entrer dans le reste de ma vie. Rémi a ouvert la portière passager avant que j'atteigne la camionnette. Je suis monté. Il l'a refermée derrière moi, a fait le tour du côté conducteur, est monté et a démarré le moteur. Aucun de nous n'a parlé pendant 2 pâtés de maison. La rue était calme. Les lumières des porches s'allumaient à mesure que la soirée s'assombrissait. Un arroseur automatique sifflait quelque part sur une pelouse que nous avions déjà dépassée. « Ça va » a dit Rémi, les yeux sur la route. « C'est fini » ai-je dit. « Enfin, c'est fini. » Il a hoché la tête. A tendu la main et a allumé la radio. Une station de variété française passait une chanson que je ne connaissais pas. Une voix douce chantant un long chemin de retour. Et puis j'ai pleuré. Pas comme j'ai pleuré dans la cuisine de Rémi à 22 ans quand les résultats ADN sont arrivés. C'était du chagrin. C'était différent.
C'était le son de quelque chose de lourd qu'on pose après l'avoir porté si longtemps que vos bras ont oublié ce que c'est que d'être vide. J'ai pleuré pour ma mère, qui n'a jamais pu se défendre. Pour Maminou, qui a essayé de réparer les choses trop tard. Pour la petite fille de 10 ans dans les escaliers qui a entendu son père la traiter de rien. Pour la jeune femme de 18 ans qui s'est fait son propre gâteau d'anniversaire et a reçu un billet de 50 € jeté à son visage. J'ai pleuré pour elles toutes. Et puis je me suis arrêté. Rémi ne m'a pas demandé d'expliquer. Ne m'a pas offert de sagesse ou de discours d'encouragement. Il a juste conduit, une main sur le volant, l'autre posée sur la console entre nous, assez proche pour que je puisse l'atteindre si j'en avais besoin. Quand nous sommes arrivés sur le parking derrière son garage, il a coupé le moteur et est resté assis un moment. « Tu as dit ce qui devait être dit », m'a-t-il dit. « C'est suffisant. » Je me suis essuyé le visage avec le dos de ma main, j'ai regardé l'escalier menant à l'appartement où j'avais reconstruit ma vie. « Ouais », ai-je dit. Ça l'est. Le lendemain matin, je me suis assise à ma table de cuisine et j'ai écrit un email, non pas à Gérard, mais à Maître Leclerc, la notaire qui s'était occupée de la lettre de Maminou. Je l'ai gardé court, 3 paragraphes, professionnels. J'ai déclaré que je n'avais aucun intérêt pour les biens de Gérard, son épargne ou toute forme d'héritage. Je n'intentais pas de procès. Je ne poursuivais aucune réclamation légale. Je voulais exactement une chose, que Gérard cesse de répéter l'histoire selon laquelle Marlène Dubois aurait avoué son infidélité. Parce qu'il existait maintenant des preuves documentées, un test ADN et une lettre notariée de sa propre mère, prouvant que cette histoire était fausse. Si l'histoire continuait à circuler, je me réservais le droit de partager les 2 documents plus largement. Ce n'était pas une menace. C'était une limite. Maître Leclerc a transféré l'email au contact de Gérard dans ses dossiers. Je n'ai jamais reçu de réponse. Cette même semaine, j'ai envoyé des photocopies des résultats ADN à chaque membre de la famille dont j'avais l'adresse, 12 enveloppes au total. Chacune comprenait une brève note sur une seule fiche cartonnée. Je ne demande à personne de choisir un camp. Je demande seulement que vous connaissiez la vérité. Ma mère, Marlène Dubois, était fidèle. Les documents ci-joints le confirment. Si vous avez des questions, le numéro du laboratoire est sur l'en-tête. J'ai signé chaque carte de mon nom. Pas de colère, pas de supplication, juste des faits. Puis j'ai bloqué le numéro de téléphone de Gérard. Non pas parce que je le détestais, mais parce que j'en avais fini d'avoir une conversation qui n'allait que dans un sens. Rémi m'a regardé sceller la dernière enveloppe de l'autre côté de la cuisine. « C'est tout ?» a-t-il demandé. « C'est tout. Pas de tribunal, pas d'avocat. Je n'ai pas besoin d'un juge pour me dire qui je suis. » Il a presque souri. Presque. Ta mère aurait dit la même chose. C'était le plus beau compliment que l'on m'ait jamais fait. Thomas a appelé une semaine plus tard. Il était tard, presque 23 heures. J'étais sur le canapé de mon appartement, regardant distraitement une émission de pâtisserie sans le son, quand son nom s'est allumé sur mon écran. Salut. Salut. Sa voix semblait vidée, comme si on avait enlevé tout ce qui se trouvait derrière ces mots. Tu savais, a-t-il demandé. Pour Karine, avant la lettre de Maminou? Non, pas avant la lettre. Une longue inspiration. J'ai fait des recherches. J'ai appelé le labo. L'ADN est réel. Je sais. Il ne me parle pas. Il est enfermé dans sa chambre depuis la fête. Il ne répond pas au téléphone. Ne vient pas au magasin. Je n'ai pas dit je suis désolé parce que je n'étais pas sûr de ce pourquoi je m'excuserais. La fête s'est terminée juste après ton départ, a poursuivi Thomas. La moitié des invités sont partis dans les 10 minutes. Papa est resté assis à la table d'honneur tout seul jusqu'à la tombée de la nuit. J'ai dû sortir pour rentrer la nourriture. Il n'a pas bougé. J'ai imaginé la scène. Gérard seul à une table décorée, entouré de chaises vides et de guirlandes lumineuses bourdonnant dans le noir. J'ai attendu que la satisfaction arrive. Elle n'est pas venue. Juste une douleur sourde dans un endroit que je pensais cicatriser. Thomas, tu n'as pas à choisir entre nous. Je sais, mais j'en ai fini de faire semblant. Ça aussi, je le sais. Il y eut une pause. Puis la voix de Thomas a changé, plus douce, presque timide. Julie accouche dans 4 mois.
C'est une fille. Ma main s'est crispée sur le téléphone. Julie m'a dit quelque chose la semaine dernière, a-t-il dit. Elle a dit, si jamais tu traites notre fille comme ton père a traité Amélie, je franchirai cette porte et je ne reviendrai jamais. Il pleurait maintenant. Silencieusement. De la façon dont les hommes pleurent quand ils viennent tout juste d'apprendre à le faire. Je veux qu'elle connaisse sa tante Amélie. Elle la connaîtra, ai-je dit. Je te le promets. Les retombées ne sont pas venues en une vague. Elles sont venues comme des fuites. Lentes, régulières, impossibles à colmater. Dans les 2 semaines suivant la fête, 3 hommes de l'équipe de plomberie de Gérard ont démissionné. Tous les 3 avaient connu Marlène. L'un d'eux, un type nommé Denis, qui était avec Gérard depuis 11 ans, a dit à Thomas en partant, « Je ne peux pas travailler pour un homme qui ferait ça à sa propre enfant. » L'équipe de Gérard est passée de 6 à 3 du jour au lendemain. Il a perdu un contrat commercial avec une société de gestion immobilière parce qu'il ne pouvait pas fournir le personnel nécessaire. L'argent n'a pas tari, mais il a diminué. Et dans une petite ville, quand votre équipe s'en va, les gens le remarquent. L'église l'a remarqué aussi. Gérard avait été diacre à la paroisse Saint-Martin pendant 15 ans. Pas un rôle qui paie, un rôle qui compte. Cela signifiait qu'il lisait les Écritures le dimanche, organisait la collecte de nourriture en novembre, serrait des mains dans le hall. Le pasteur Martin a convoqué Gérard pour une réunion privée. Je ne sais pas ce qui a été dit, mais le dimanche suivant, le nom de Gérard manquait au bulletin paroissial. Une femme nommée Linda a lu les Écritures à sa place. Les voisins se sont adaptés. Les Durand, Babette et Thomas, tous 2 septuagénaires, qui vivaient à côté depuis avant ma naissance, ont apporté une boîte de biscuits au garage de Rémi un après-midi. Pour Amélie, a dit Babette en tendant la boîte à Rémi. Marlène était la femme la plus gentille de cette rue. Nous aurions dû dire quelque chose plus tôt. Rémi a mis les biscuits sur la table de la cuisine ce soir-là. J'en ai mangé 3 et j'ai un peu pleuré, parce que parfois la gentillesse frappe plus fort que la cruauté. Marc a publié quelque chose de court sur Facebook. La vérité a une façon de trouver la lumière du jour. Il n'a identifié personne. Il n'en avait pas besoin. La section des commentaires s'est remplie en 1 heure. Gérard n'a pas quitté sa maison pendant 2 semaines. 1 mois après la fête, une lettre est arrivée au garage de Rémi. Livrée en main propre par Thomas, pas postée. Mon nom était sur le devant, de la main de Gérard. Carré. En majuscule. L'écriture d'un homme qui rédige des bons de commande, pas des excuses. Je l'ai ouverte au comptoir pendant que Rémi remontait un carburateur à 1 mètre de là, faisant semblant de ne pas regarder. La lettre était courte, 6 phrases. Amélie, je sais que les choses ont dérapé. J'ai fait des erreurs. La maison est toujours ton foyer si tu le veux. Reviens pour qu'on puisse parler. Papa. Je l'ai lu 2 fois, cherchant le mot. Le seul mot qui aurait compté. Il n'y était pas. Pas de « désolé ». Pas de « j'avais tort ». Aucune reconnaissance de ce qu'il avait fait. Pas le mensonge. Pas Karine. Pas les 18 ans d'effacement. Pas le billet de 50 €. Pas le discours devant 80 personnes. Juste des erreurs. Passif, sans nom, flottant dans l'air comme la fumée du feu de quelqu'un d'autre. Et il revient. Comme si c'était moi qui étais parti. Comme si la porte avait toujours été ouverte et que j'avais simplement choisi de ne pas la franchir. Comme si le problème était géographique et non 30 ans de cruauté. J'ai plié la lettre, je l'ai mise dans le tiroir à côté de l'enveloppe retournée, j'ai fermé le tiroir. Rémi a levé les yeux du carburateur. Ça va aller ? Ça ira. La même semaine, Thomas est venu me voir. Pour la toute première fois dans mon appartement. Il a apporté une photo d'échographie, une image granuleuse en noir et blanc d'une petite fille recroquevillée comme une virgule. Il se tenait dans ma cuisine, maladroit et trop grand pour l'espace, et me l'a tendu. On va l'appeler Marlène, a-t-il dit. J'ai pris la photo, je l'ai tenue à 2 mains. Est-ce que Gérard est au courant ? Ouais. Qu'est-ce qu'il a dit ? Rien. Il n'a absolument rien dit. Certains silences sont des aveux. Celui-là en était un. 3 mois ont passé. Les angles les plus vifs se sont adoucis, non pas en pardon,
mais en distance. Et la distance, j'ai appris, est sa propre forme de miséricorde. J'ai continué à travailler à Saint-Louis. Surtout des services du matin. Le service de pédiatrie est le genre d'endroit qui remet votre perspective en place toutes les 12 heures. Vous tenez un bébé de 3 jours qui vient de subir une opération à cœur ouvert, et soudain, vos propres problèmes semblent surmontables. Un matin, un nouveau-né a enroulé tout son poing autour de mon index et n'a pas voulu lâcher. Je suis resté là, à côté de la couveuse, pendant 5 minutes, juste à respirer, juste à être tenu par quelque chose de si petit. Après mon service, je suis allé au garage de Rémi, comme je le faisais la plupart des après-midi. Nous avons déjeuné à son établi. Sandwich au jambon, chips lait, 2 canettes de limonade, entourées de pièces de moteur et de l'odeur du WD-40. C'est ton anniversaire le mois prochain, a dit Rémi en essuyant de la moutarde sur son pouce. 30 ans. Le grand cap, qu'est-ce que tu veux faire? J'y ai réfléchi. Faire un gâteau, ai-je dit. Un vrai. Inviter Thomas et Julie. Inviter Diane. Inviter Patricia et Marc. Souffler les bougies. Vraiment les souffler cette fois. Rémi a souri. Un vrai sourire. Du genre qui plissait la peau autour de ses yeux et le faisait paraître 10 ans de moins. Enfin pouvoir le faire correctement, a-t-il dit. Ouais, enfin. J'ai levé les yeux vers le mur derrière la table de la cuisine. Le billet de 50 € était là, encadré dans un cadre noir bon marché d'un magasin à prix unique. Je l'avais accroché la semaine où j'avais emménagé, non pas par amertume, mais par souvenir. Ce billet était le prix que Gérard m'avait attribué. 50 € pour 29 ans d'une fille qu'il refusait de reconnaître. Je valais plus que ça. J'avais toujours valu plus que ça. Il m'a juste fallu un certain temps pour le croire. Si vous écoutez cette histoire et que vous avez un Gérard dans votre vie, je ne vais pas vous dire quoi faire. Je ne connais pas votre situation. Je ne sais pas ce que vous avez survécu ou ce que vous survivez en ce moment. Je ne sais pas si votre Gérard est votre père, votre mère, un frère, une sœur, un conjoint ou quelqu'un d'autre qui a décidé que vous n'étiez pas assez bien et qui a passé des années à s'assurer que vous le croyez. Mais je sais ceci. Vous ne devez pas la loyauté à quelqu'un simplement parce que vous partagez de l'ADN. Le sang ne gagne pas la confiance. Le comportement, si. Et les gens qui vous aiment vraiment, sont ceux qui sont là sans qu'on ait à les supplier, sans condition, sans tenir les comptes. Ma mère ne pouvait plus me protéger. Elle n'a pas eu le temps. Maminou a connu la vérité pendant 3 décennies, mais a eu trop peur pour parler. Thomas m'aimait, mais n'a pas eu le courage de se lever jusqu'à ce que les murs s'effondrent déjà. L'oncle Rémi n'avait aucune obligation. Aucune. Je n'étais pas sa fille par la loi, par le sang, par aucun document que vous pourriez déposer. Il était juste un homme avec une chambre d'amis et une décision. Être là ou pas. Il a été là, chaque jour, quand je ne pouvais pas dormir, quand j'ai raté mon premier examen de stage, quand je me suis assise dans sa cuisine à 22 ans en pleurant sur un résultat ADN qui confirmait ce qu'il savait déjà. Il n'a jamais dit « Je suis ton père maintenant ». Il n'en avait pas besoin. Il l'était, tout simplement. Je n'ai pas gagné à cause d'un bout de papier. J'ai gagné parce que j'ai cessé de laisser le mensonge d'un homme définir ma valeur. L'ADN ne m'a pas libéré. Décider que c'en était fini, voilà ce qui m'a libéré. Poser une limite, ce n'est pas de la vengeance. C'est la première fois que vous vous choisissez. Si personne ne vous l'a dit aujourd'hui, je vous le dis maintenant. Alors, voici où en sont les choses. J'ai 29 ans, bientôt 30. Je travaille toujours au service de pédiatrie de Saint-Louis. Je déjeune toujours à l'établi de Rémi les mardis et jeudis. Il fait toujours les sandwichs trop épais. Et je ne me plains toujours pas. Thomas m'appelle tous les dimanches. C'est la première vraie relation que nous ayons jamais eue, non pas construite sur une maison partagée ou un père partagé, mais sur le simple choix de décrocher le téléphone. Julie m'envoie des photos de son ventre qui s'arrondit. La chambre du bébé est peinte en jaune pâle. Il y a un nom écrit au pochoir sur le mur en lettres cursives blanches. Marlène. La petite Marlène est née il y a 2 mois, 3,3 kg. À 3h47 du matin. J'étais dans la salle d'attente. Thomas est sorti par les portes battantes, la blouse froissée, les yeux rouges,
souriant si largement qu'on aurait dit que son visage allait se fendre. Tu veux la prendre? J'ai tenu ma nièce dans mes bras. Elle avait les cheveux foncés comme les miens, comme ceux de notre mère. Diane et Patricia étaient aussi à l'hôpital. Diane a apporté des fleurs. Patricia a apporté la couverture qu'elle avait crochetée en secret. Nous nous sommes tenus autour du lit de Julie et nous nous sommes passés ce bébé de bras en bras. Et pendant quelques minutes, nous étions le genre de famille que Marlène aurait voulu. Gérard, je ne sais pas. Je ne demande pas. Thomas n'en parle pas, et je n'insiste pas. J'ai entendu par Marc qu'il est toujours dans la maison de l'avenue du Parc, seul. Pas fauché, juste vide. Le billet de 50 € est toujours encadré sur mon mur. Je le vois tous les matins quand je fais mon café. Il me rappelle d'où je suis parti. Il me rappelle ce que quelqu'un pensait que je valais. Il me rappelle qu'ils avaient tort. Je m'appelle Amélie Dubois. Je suis la fille de mon père, mais pas du père qui m'a mise à la porte.